Ligne droite, Bonjour. le grand réveil. Nous sommes le 13 novembre 2024. Il y a 9 ans avait lieu l'un des attentats les plus meurtriers de notre histoire au Bataclan et à Saint-Denis. Plus de 130 morts, des séquelles et le souvenir de cette soirée tragique. Qu'en est-il de ce devoir de mémoire aujourd'hui ? Cet attentat a-t-il fait avancer la lutte contre le terrorisme islamiste ? C'est le sujet de ce grand réveil avec nos deux invités, Alain Juillet et David Galtier. Bonjour. Bonjour. David Bonjour. Galtier, vous êtes général d'armée, ancien IGGN. Je me trompe toujours, je ne me trompe pas ? C'est ça ? L'IGGN, c'est l'inspection. Moi, c'était l'inspection générale des armes L'inspection. et de la... Exactement. Ah oui, IGAG, c'est ça en fait. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également président de la Fondation Maison Gendarmerie dont on parlera tout à l'heure. Et puis Alain Juillet, vous êtes ancien directeur du renseignement à la DGSE. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alain Juillet, depuis le 13 novembre 2015, il y a eu évidemment d'autres attaques, d'autres morts. Cette même année, il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo. Peut-on quand même dire aujourd'hui que la France a renforcé sa lutte contre le terrorisme s'il fallait faire le bilan de ces 9 dernières années ? Oh oui, mais je crois que comme tous les grands pays, d'abord, ont renforcé leurs moyens de lutte contre le terrorisme, compte tenu de tout ce qui s'est passé en Europe et pas dans les pays occidentaux, et ailleurs, dire aussi. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que, à l'évidence, le Bataclan a été un déclencheur dans la mesure où il y avait eu beaucoup d'attentats en France déjà avant. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites depuis très longtemps. On est un pays, il faut bien le dire, qui est très en avance par rapport à d'autres, qui était très en avance par rapport à d'autres au niveau de la lutte contre le terrorisme, au niveau des services de l'État. Hein. Mais c'est vrai que le Bataclan, ça a été un choc parce que c'était énorme, c'était en plein Paris, et ce type d'attentat, on ne croyait pas que ça pouvait arriver chez nous. Bon, bien entendu, tout le monde en a tiré des conséquences. Oui, En particulier à la gendarmerie, le général Galtier le sait bien. Et oui, on va en parler. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter, puisqu'on ne s'y attendait pas ? Vous savez, il est toujours facile de dire qu'on peut éviter les attentats en regardant tout, en ayant des services de renseignement efficaces et en mettant en place tous les moyens nécessaires. Et puis il y a la réalité. La réalité, c'est que vous pouvez réduire le nombre, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si vous avez en face de vous, et à l'époque, c'était ça, si vous avez en face de vous des gens très bien organisés, qui ont des moyens, qui ont du temps, ils peuvent arriver, s'ils sont des professionnels ou du moins des gens très bien préparés, ils peuvent arriver à passer à travers les mailles du filet. Maintenant, aujourd'hui, c'est très différent, si vous voulez, par rapport à l'époque du Bataclan, parce qu'il n'y a plus l'État islamique à Raqqa, donc il n'y a plus des endroits où les gens peuvent monter ce type d'opération et avoir le personnel nécessaire qu'il faut préparer. Les zones comme Molenbeek en Belgique sont extrêmement surveillées, en France aussi d'ailleurs, par les services de l'État, la gendarmerie, la police et les services de renseignement, ce qui fait que aujourd'hui, en tout cas, ce serait beaucoup plus difficile à réaliser qu'à l'époque du Bataclan. David Galtier, vous êtes une figure de la défense intérieure. Quel regard portez-vous sur cette lutte antiterroriste et peut-être même sur la perception des Français vis-à-vis du terrorisme islamiste qui fut pendant longtemps un sujet tabou et qui aujourd'hui préoccupe l'esprit d'une grande partie du peuple français ? Oui, écoutez, je crois que c'est tout à fait normal que cela préoccupe nos concitoyens parce que cela fait des dégâts considérables. Vous savez que j'étais moi-même au Stade de France ce vendredi 13 2015. Nous venions d'être décorés par l'ambassadeur d'Allemagne de la croix d'officier du mérite allemand parce que nous avions travaillé avec nos collègues allemands pour la Germanwings, qui est un autre drame, un autre crash. Et ils nous avaient invités à ce match. Et nous avons vécu donc en direct ces attentats. Ça a été absolument terrible. Et d'ailleurs, l'année d'après, je me trouvais non loin de Nice au mois de juillet 2016. Donc, on est forcément marqué et on voit auprès de nos citoyens la charge émotionnelle. Et puis, oui, il faut indiquer qui est l'ennemi, qui est sur ce territoire et qui provoque ces attentats. Et donc, s'organiser pour lutter contre. Mon ami Alain Juillet évoquait effectivement les réorganisations qui ont eu lieu dans le domaine du renseignement, le renforcement de la DGSI, qui est un service aujourd'hui
qui est placée directement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, c'est une direction générale du ministère de l'Intérieur, mais également au sein de nos institutions, police comme gendarmerie. On a développé les psy-sabres, c'est-à-dire des pelotons d'intervention qui vont au plus près. Et ça, c'était une mesure intelligente de la part du ministre Cazeneuve, qui avait imaginé qu'effectivement, on ne pouvait pas attendre forcément les grandes unités d'intervention pour agir au plus près et dans les meilleurs délais. Voilà, il y a eu toute une réforme. Et d'ailleurs, je note que ce matin encore, il y a eu des arrestations, notamment d'un Tchétchène, qui permet de voir que notre système, surtout grâce aux renseignements et à la mobilisation de nos forces, est quelque chose qui fonctionne. Effectivement, vous faites bien de rappeler que le jour de l'attaque du Bataclan, du Stade de France, de tous ces bars aussi qui ont été métraillés, il y a eu un vrai débat sur la façon d'intervenir, en fait, sur qui doit intervenir le premier. Est-ce que vous pourriez nous rappeler peut-être ce qui s'est passé ce soir-là ? C'est-à-dire que la police ne pouvait pas rentrer, la gendarmerie, enfin, il y avait tout un... C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs choses. Enfin, allez-y. Le général est mieux placé que moi pour en parler. Ouais. Non, alors moi je vais juste apporter mon éclairage, puisque j'étais dans ce stade terriblement mis à ces pressions. Nous avons attendu très longtemps avant de sortir, mais il y a eu plusieurs attentats simultanés. Je rappelle quand même que cela fait 100 morts, 350 blessés. C'est une attaque considérable. On n'avait jamais vu ça en France. Et il y avait effectivement à la préfecture de police un système d'intervention un peu classique où on attendait soit la BRI, soit le RAID, parce que c'est une zone de police. Et cette histoire interminable des zones dites de police et de gendarmerie fait que si les gendarmes sont là, ils n'interviennent pas forcément, ou alors il leur faut un feu vert de la part à l'époque de la préfecture de police. Tout cela, aujourd'hui, évidemment, a changé. Ce sont les unités d'intervention qui sont au plus près qui interviennent. En l'occurrence, les pelotons d'intervention ou le GI qui pouvaient être déployés, par exemple, au quartier des Célestins ou dans plusieurs points à Paris, aujourd'hui, n'attendraient évidemment pas des feux verts ou des autorisations. Alain Juillet, on a beaucoup débattu à cette antenne d'islamisme, de terrorisme, d'insécurité. Aujourd'hui, la menace principale pour la France, elle vient d'où ? S'il fallait la nommer, elle vient d'où principalement cette menace ? Il y a toujours une menace terroriste latente, parce que comme vous savez, même Al-Qaïda existe toujours, par petits morceaux, mais il y en a encore en Irak, en Syrie. Donc il y a toujours un risque de ce côté-là. Le terrorisme islamique, il est réel, on l'a vu. Il y a toujours des gens prêts à faire des choses. L'assassinat de Paty l'a montré. Il y a toujours des gens qui sont prêts à faire du terrorisme islamique. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une montée en puissance, par contre, d'une autre forme de terrorisme qui est pour le moment encore dégradée, mais qui pourrait bien s'aggraver. C'est le terrorisme écologique. C'est ce qu'on a vu dans certaines opérations, comme les bassines ou autres, où les gens se mettent à utiliser des moyens qui sont des moyens terroristes. Ah oui, là, vous parlez carrément de terrorisme. Moi, quand on balance des boules de pétanque avec des lames de rasoir soudées dessus, ce sont des armes. Ce sont des armes pour tuer. Oui. Donc, tuer, ça veut dire qu'on est entré dans le terrorisme. Vous êtes d'accord avec ça, David Galtier ? Oui, je suis heureux de voir qu'Alain Juillet suit effectivement l'actualité avec un œil particulièrement puissant, parce que effectivement, on en parle très peu de ce fameux terrorisme écologique, mais il existe sur nos centrales, il a existé sur ces bassines, qui font, on le rappelle pas assez, mais des dizaines de blessés parmi les forces de l'ordre. Oui. Quelque chose. La gendarmerie. Et Sainte-Soline l'a démontré, comme avant la fameuse époque où Rémi Fraisse, malheureusement, avait été victime, oui, d'un jet de grenade OF, mais dans quelles conditions et pourquoi ? Parce qu'il y avait des attaques assez fortes et puissantes avec des cocktails Molotov, etc. Donc, oui, il y a cette forme-là aussi de terrorisme vert. Je rappelle d'ailleurs que l'attentat sur l'étang de Berre, à l'époque où on avait explosé les grandes cuves de pétrole et submerger l'étang de Berre d'une vague de pétrole et donc créer une pollution terrible, était aussi une forme de terrorisme écologique où ils faisaient entendre leur voix par un autre procédé, mais qui évidemment est du terrorisme. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'il y a aussi un travail de sémantique. On parle de terrorisme écologique, ce qu'on dirait,
ce dont on ne parlait pas forcément avant. Oui, Et c'est absolument. important de le nommer. Mais absolument, si vous voulez, avant on ne parlait que du terrorisme islamique. Oui. Ou avant, on parlait du terrorisme, par exemple, d'Action Directe et autres à l'époque, ou de ces groupes d'extrême gauche, il faut bien le dire, qui étaient terroristes et qui faisaient des attaques, qui tuaient les gens. Souvenez-vous de ce qui se passait à l'époque. Bon, là maintenant, on voit une évolution, mais il y a toujours eu. Le terrorisme a toujours existé. C'est ça qu'il faut bien regarder. Le terrorisme a toujours existé. Ce qu'il y a, c'est que c'est toujours été un groupe qui a été à un moment plus représentatif que d'autres de la tentation et de la mise en œuvre du terrorisme. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'islamisme, s'il existe toujours, est de plus en plus vers l'acte individuel. Si vous voulez, une opération comme le Bataclan, comme le rappelait le général Galtier, le Bataclan, c'est pas une opération, c'est une série d'opérations faites simultanément par un groupe terroriste entraîné. Bon, ça, c'est une chose. On assiste aujourd'hui à une diminution de ce type de terrorisme. On bascule vers du terrorisme, je dirais, l'individuel, c'est-à-dire des gens qui décident, une toute petite équipe, ou tout seul d'ailleurs, qui décident de tuer, de blesser, de faire du mal. Bon. Mais ça diminue, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est arrêté, je dis ça diminue. Mais par contre, on voit monter en puissance, c'est ce qu'on disait pour les écologistes, on voit monter à côté des écologistes tout à fait honnêtes, tout à fait qui défendent des idées tout à fait respectables, on voit monter des gens qui ne sont pas des terroristes classiques, mais qui sont des terroristes parce qu'ils sont prêts à aller jusqu'à tuer des gens pour défendre une idée. Or, c'est la définition même du terrorisme. David Galtier, sur cette notion de terrorisme écologiste, justement, à Sainte-Soline, on s'était aperçu que la gendarmerie n'était pas suffisamment armée pour répondre aux attaques effectivement extrêmement violentes de ces militants d'extrême gauche. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé ? Est-ce qu'à l'époque ils auraient dû être davantage armés, préparés pour ce type d'affrontement ? Alors, la préparation se fait dans notre centre national d'entraînement des forces à Saint-Astier, et la gendarmerie est une des forces qui est habituée à se déployer aussi en milieu rural. Et faire du maintien de l'ordre ou du rétablissement, là c'est plus du maintien de l'ordre en milieu rural, est particulièrement compliqué. Et il faut pour cela disposer des outils, des moyens, des équipements nécessaires. Alors, on a longtemps, et trop longtemps, attendu pour le renouvellement d'un certain nombre de matériels, notamment nos engins blindés. Heureusement, le Centaure arrive, mais il faudra des années pour le déployer. On oublie aussi qu'on a supprimé un certain nombre de moyens pour les gendarmes de se désencercler avec des grenades qui sont moins d'effet que par le passé. Quand on a supprimé la grenade offensive, ça a été également, à mon sens, une erreur, parce qu'on s'est privé d'un moyen qui permettait de maintenir le manifestant à distance, ce qui est une règle fondamentale du maintien de l'ordre à la française. Eh bien, quand on se prive de moyens, il faut ensuite en payer le prix. Et le prix, ce sont toujours plus de blessés parmi les forces de l'ordre, mais aussi parfois parmi les manifestants, car dès lors qu'il y a une confrontation entre les groupes, il y a forcément des blessés. Messieurs, il nous reste quelques minutes. Je voulais vous interroger sur la notion de devoir de mémoire, puisqu'on est le 13 novembre. Il y a un débat aujourd'hui, en tout cas une polémique sur le maintien ou non d'un jour férié, le 11 novembre, en l'occurrence, que nous venons de commémorer. Le gouvernement, souhaitant faire des économies, juge qu'il n'est plus utile de maintenir ce jour férié. Jean-François Copé justifie cela par l'absence de participation des Français aux cérémonies. Le devoir de mémoire est en berne. On ne commémore plus. C'est lié à quoi, ça, pour vous, Alain Juillet, pour commencer ? Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'une part, le devoir de mémoire est essentiel. Pour fédérer, pour souder un pays, il faut qu'on se regroupe autour de quelque chose. La mémoire, le souvenir du passé, de ce qu'ont fait les parents, les grands-parents, les anciens dans les familles, est un élément important. Le 14-18, c'est une guerre épouvantable dans laquelle il suffit d'aller en province, dans les milieux ruraux, dans les villages, dans tous les villages de France, vous avez des listes sur le monument aux morts de gens qui sont morts entre 14 et 18 pour que la France reste la France telle qu'elle était. Donc, il ne faut pas l'oublier, si vous voulez. Et les jeunes, actuellement, avec la philosophie haut qui consiste à oublier l'histoire, on ne veut pas faire de référence à l'histoire, on ne s'intéresse ni au passé ni au futur, on pense qu'au présent. Totalement, on est indépendant, on pense qu'à soi, c'est la doctrine, si vous voulez. Encore que cette doctrine qui est en train de tomber, puisque aux États-Unis, on a vu le résultat, ils ont fait élire Trump parce que plus personne n'en veut de cette doctrine. Donc en France, dans les 10 ans, comme d'habitude, on suivra les Américains, on abandonnera ça.
Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a un vrai problème, à savoir qu'un certain nombre de gens disent mais pourquoi avoir ce devoir de mémoire? Moi, je crois que c'est une nécessité de se souvenir du passé, d'être fier de notre passé, parce qu'on a fait des choses formidables dans le passé. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut pour autant faire un jour férié, alors qu'on peut parfaitement fêter, se souvenir de la mémoire, fêter, se consacrer à ça, sans pour autant faire un jour férié. Moi, je crois que c'est là, au lieu de dire on supprime tout, non, on peut peut-être imaginer autre chose, à savoir des cérémonies, un rappel, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de travailler, parce que c'est vrai que la France vient d'obtenir un record absolu. Nous sommes ceux qui travailleront le moins en Europe. Et l'expérience montre que moins vous travaillez, plus les autres progressent contre vous. Donc, celui qui travaille le moins, c'est celui qui va perdre la guerre. David Galtier, sur cette notion de devoir de mémoire, y compris pour les victimes d'attentats, on pense même à Arnaud Beltrame. Est-ce qu'il est important, indispensable même de se souvenir et d'entretenir ce souvenir sous une forme solennelle, quelle qu'en soit la manière finalement? Oui, naturellement. Et puis, si vous le permettez, Maud, moi, je n'emploie pas le devoir de mémoire. J'ai une autre philosophie. Je me range plutôt à la façon de Simone Veil, qui appréciait plutôt le travail de mémoire. Et comme ça, je rejoins M. Alain Julier. On arrêtera de prendre les 11 novembre pour des jours fériés pour aller se balader ou prendre sa journée de congé, mais on sera là pour véritablement participer à des cérémonies, préparer et également commémorer. Et j'étais très heureux de voir ce 11 novembre des classes d'école, des classes de préparation de défense, des classes de l'EPID, des classes des jeunes de l'IHEDN, des jeunes porte-drapeaux à côté des anciens. Voilà, c'est ça qu'il faut voir, parce que c'est une image de rassemblement d'abord. On ne construit pas une société sans l'histoire et sans se souvenir. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à nos jeunes. Et donc là-dessus, évidemment, vous me trouverez aux côtés de ceux qui sont prêts à soutenir ce travail de mémoire. Car c'est du quotidien, comme nous disait Alain Julier, il y a les cérémonies, mais il y a aussi l'éducation au sein de l'éducation nationale. Il y a des témoignages, il y a des lieux qu'il faut visiter. Nous avons le camp d'Émile à côté de Marseille, à Aix-en-Provence, qui est un lieu extraordinaire. Ouais. Voilà, avec la Fondation d'Émile, où nous apprenons ce qu'est un génocide, ce que produit aussi le terrorisme aujourd'hui. Vous évoquiez les victimes, et Marseille aussi a eu son lot. Voilà, donc on ne peut pas ignorer son passé. Pour construire l'avenir, il faut absolument maintenir ces dates qui sont des dates clés de l'histoire de France. Mais bon sang, enfin, le 11 novembre, c'est pour nous, c'est un monument de l'histoire de France. Donc, allons-y et militons pour que nous puissions continuer à honorer et à rendre hommage à nos combattants et à toutes ces victimes. Alain Julier, je vous acquiescer à 100% le propos de David Galtier. Totalement, parce que je pense que, si vous voulez, comme ça vient d'être dit, aujourd'hui, vous comprenez, c'est ça qui est frappant. Hein, les gens vous disent, vous vous rendez compte, le 11 novembre, ils vont supprimer un jour férié. Ça veut dire quoi? Ils vont supprimer un jour où on part en week-end, ou en vacances, ou en truc. Mais c'est pas ça. Le 11 novembre, c'est une journée, les jours fériés, rappelant des moments aussi terribles que ça, c'est un moment de recueillement par rapport à nos anciens, qui se sont fait massacrer pour qu'on soit là aujourd'hui, hein, et c'est valable pour d'autres événements, bien entendu, hein, et il faut qu'on s'en souvienne, parce que la jeune génération, aujourd'hui, elle vit sans connaître tout ça, ou sans chercher à le connaître, et dans les écoles, il faut le rappeler, mais également, il faut le rappeler dans les médias, il faut que ce soit des jours où les Français se retrouvent en disant, eh bien, grâce à eux, on est libre aujourd'hui, parce qu'il faut bien y penser, hein, grâce à eux, nous sommes libres aujourd'hui. Ayons une pensée et surtout motivons-nous pour que si jamais quelque chose comme ça se revenait, eh bien qu'on soit prêt à se défendre. Oui. Je veux dire, il est très important que les gens se rendent compte qu'il faut qu'ils défendent leur environnement, le pays dans lequel ils vivent, ou qu'ils soient prêts à le faire si nécessaire. Et ça, le devoir de mémoire y contribue beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'être intervenus ce matin à notre antenne. David Galtier, je vous avais promis qu'on parlerait de la maison de la gendarmerie. On n'a pas eu le temps, mais j'invite nos auditeurs à se renseigner, à aller sur le site de la Fondation de la maison de la gendarmerie. Puis on vous réinvitera naturellement pour en parler. Je rappelle que vous êtes ancien général d'armée, vous êtes ancien inspecteur général des armées de gendarmerie, président de la Fondation Maison Gendarmerie. Et puis Alain Juillet, vous êtes évidemment ancien directeur du renseignement à la DGSE. Merci beaucoup d'être venu à notre antenne et à très bientôt sur Radio Courtoisie.